Je voudrais qu'on avance, vous pourrez poser des questions, mais j'aimerais bien qu'on avance un petit peu vers finalement ce qui nous occupe. D'abord, la situation. On a compris qu'il y a une situation particulière qui est celle du réfugié. Quelqu'un en a donné tout à l'heure la définition, mais c'est intéressant. Dans l'introduction, j'ai entendu, je ne sais plus, une personne qui a parlé de migrants. Ensuite, j'ai entendu parler de réfugiés. Ensuite, j'ai entendu parler de demandeurs d'asile. Alors, pardon, pour peut-être le néophyte que je suis, ça m'intéresserait déjà qu'on soit un petit peu clair sur le vocabulaire, parce que j'ai l'impression parfois que je m'y perds. Ça serait pour vous, Jean-François. Puis vous, ensuite, ma première question. Et puis, je parlais tout à l'heure de la deuxième terminologie, crise humanitaire. Alors, je vous l'ai dit, j'ai retrouvé une phrase de Ronnie Broman en 2009, dans laquelle, en fait, j'ai noté, il s'interroge sur une espèce de généralisation du langage, en disant, finalement, dans le concept de crise humanitaire, on y met un peu tout. On parle de guerre, on parle de génocide, on parle de publics déplacés, on parle de tremblement de terre, j'ai entendu effectivement, dans ce concept-là, et il y rajoute un petit peu, et c'est peut-être pas neutre dans ce que l'on vit et dans ce que l'on entend dans les médias, une extraordinaire dimension émotionnelle qui nous a fait féliciter à un moment donné peut-être Madame Merkel d'accueillir 1 million de personnes, sachant que dans la réalité, sur la règle de solidarité, elle n'était pas très cohérente. Donc j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu de quoi parle-t-on, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ce qui caractérise cette crise humanitaire et quels sont nos défis. En mettant le micro. C'est mieux comme ça. Et sur une dizaine de minutes, Jean-François, si vous voulez bien. D'accord. Me faire des grands signes à la 9e. D'accord. Effectivement, y a l'irruption de mots qu'on n'avait pas l'habitude d'employer il y a encore 6 mois lorsqu'on parlait des réfugiés. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de hold-up sémantique sur une réalité qui est pourtant bien connue, qui est celle de l'examen de la demande de protection internationale de gens qui fuient la guerre et la persécution. Bon. C'est le cas de 80 000 personnes, enfin 70 000 si on compte seulement les premières demandes, en 2015 en France. Voilà. On parlait des réfugiés, on parlait de la demande d'asile. Parler de crise humanitaire, effectivement, c'est une forme de dramatisation. Le droit humanitaire, c'est autre chose. C'est le droit dans la guerre, c'est-à-dire c'est la façon dont, en particulier, les populations civiles ne peuvent pas être des objets de l'action armée. Donc, ça renvoie à des situations de crise grave où ils vont. Bon. Et on parle, d'une certaine manière, s'il y a une crise humanitaire en Europe, c'est le symptôme d'une crise autre qu'on n'a pas su gérer. Bon, c'est-à-dire que la crise humanitaire en Europe, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, et ça rejoint un petit peu la question d'à quoi l'Europe est confrontée. L'Europe, elle est confrontée à 3 choses. Des gens arrivent sur les côtes de la Méditerranée, 1 million de personnes en 2015, 850 000 en Grèce, 150 000 en Italie. Bon, c'est quand même du monde, 1 million de personnes qui arrivent sur les côtes. Bon, comment on prend ça, comment on accueille, comment on reçoit, bon, ça c'est première question. Deuxièmement, les personnes traversent l'Europe parce qu'elles ont un but. C'est 1 million de fois un projet individuel. C'est je connais quelqu'un là, je préfère aller ici, mon cousin, quelqu'un qui parle ma langue là-bas, je vais trouver du travail ici, là je sais que je vais être hébergé, là je vais dormir dans un parc. Donc il y a des projets. Donc il y a des gens qui traversent. Il y a le pays d'arrivée. Et puis il y a le pays de destination, et entre les deux, il y a les pays de transit. Et donc, ça fait 1 million de personnes qui transitent. Et c'est pas facile à gérer 1 million de personnes qui transitent. Et ça fait des personnes, ça fait des hommes, des femmes et des enfants qui ont froid, qui ont chaud, qui ont soif. Donc là, on est effectivement dans l'humanitaire, mais on est dans l'humanitaire de foule en transit. Et puis ensuite, il y a la gestion de l'accueil. Ça, c'est le 3e défi. Les gens sont là, on les accueille et on les conduit dans un parcours d'assistance et de protection. Mais alors, oui, un peu de sémantique rapidement. Migrants. Le mot migrant a envahi la question des réfugiés, mais comme le lierre envahit un tronc d'arbre ou un jardin. C'est-à-dire que, non pas que ce soit un vilain mot, mais c'est un mot valise. C'est un mot qui comporte un ensemble de significations extrêmement variées. Or, quand on parle de réfugiés, on parle de gens qui, s'ils étaient restés où ils sont, seraient morts sous les bombes ou sous la torture. Un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit la persécution, ou c'est quelqu'un, menace grave, qui fuit un conflit. Bon. Et donc, il y a une façon de débaptiser le statut, la qualité de réfugié, qui est une façon de dire c'est pas des réfugiés.
Parce que le réfugié, si vous voulez, vous avez un réfugié qui est dans la plaine de la Bekaa, au Liban, un réfugié syrien, vous le voyez à la télé, on vous dit les réfugiés au Liban. Celui-là, il prend le bateau en Turquie, il arrive en Grèce, on dit c'est un migrant. Bon. L'érythréen qui arrive chez nous, il a le statut à 100%. Quand il n'a pas le statut, c'est qu'il n'est pas érythréen. Donc, 100% des migrants érythréens sont des réfugiés érythréens. Bon. Pour le HCR, 90 ou 90%, bon, je sais pas exactement, mais c'est 9 personnes sur 10 sont des gens qui fuient des pays et qui relèvent effectivement de la protection internationale. Donc il y a une façon de dire migrant, qui est une façon de dire on nomme pas les choses comme il faut et donc on s'en occupe pas comme il faudrait s'en occuper. Parce que et c'est plutôt en Allemagne qu'on a entendu ce genre de choses. Ce sont des gens qui ont besoin d'une protection, on doit les accueillir, on doit les protéger et on doit s'organiser. On doit s'organiser. Wir schaffen das, comme disait quelqu'un. Voilà, on va le gérer. Bon. Mais c'est un problème de gestion, c'est pas un problème de déni. Alors, la crise que l'Europe a su se mettre toute seule dans le pied, enfin pas tout à fait, mais la manière dont elle a géré, elle n'a pas inventé 1 million de personnes, ils sont bien là, mais la façon de gérer le problème, cette crise, il faut quand même toujours rappeler que c'est une crise troisième. La crise première, elle est dans les pays d'origine. La crise première des réfugiés syriens, elle est en Syrie. 21 millions d'habitants, 8 millions et demi de personnes déplacées, 4 800 000 réfugiés en dehors de leur propre pays. Donc vous avez une population qui est grande comme toute l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est déplacée à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. Ça, c'est la crise première. La crise deuxième, c'est des réfugiés 86% des réfugiés dans le monde sont dans les pays limitrophes des crises. Les Afghans sont au Pakistan, les Somaliens sont au Kenya, et les Syriens qui est la plus grosse communauté de réfugiés dans le monde, sont 2 millions en Turquie, 1,2 million au Liban, 700 000 en Jordanie. Et pour le Liban, une personne sur 3 sur son territoire, ou sur 4, est réfugiée, c'est pas 60 000 demandeurs d'asile en France en 2015. Ça voudrait dire 17 millions chez nous. Comment est-ce qu'on gérait 17 millions de personnes? Là, il y aurait une sacrée crise. Mais donc la crise seconde, elle est là. Et nous, on a une crise troisième, on est en deuxième ligne. Donc ça, c'est très important. Et la France, là-dedans, elle est en 4e ligne. Parce que s'il y a eu 1 million de personnes, 1 300 000 demandes d'asile en Europe en 2015, la moitié sont arrivées en Allemagne. La Suède en a reçu 2 fois plus que nous, alors que c'est un pays 6 fois moins peuplé. Et si on prend les chiffres d'arrivée donc de la demande d'asile en Europe en 2015, si on prend les chiffres en valeur absolue, les pays qui ont le plus accueilli de personnes, c'est l'Allemagne, puis la Hongrie, puis la Suède, puis l'Autriche, puis l'Italie, puis la France. Et si vous prenez le ratio par habitant, c'est-à-dire que rapporté à la population qui accueille, le plus fort ratio, c'est la Hongrie, avec 18 demandeurs d'asile pour 1000 habitants, puis la Suède, puis l'Autriche, puis la Finlande, puis l'Allemagne, et la France est en dessous de la moyenne européenne, avec 1 pour 1000. Donc la France dans l'Europe est dans une situation très épargnée par l'importance de cette crise à gérer. Voilà. Peut-être ces premiers éléments. Voilà, mais ça serait intéressant, peut-être on a bien compris en fait ces niveaux effectivement, mais à quoi on est confronté finalement? Parce qu'il y a une dimension d'urgence, on peut quand même pas la nier. Ces gens, Sylvie le disait tout à l'heure, ils partent pas pour leur plaisir, peut-être qu'ils aspirent dès que possible, peut-être pour un certain nombre d'entre eux, à revenir dans un pays qu'ils jugeront démocratique et capable de les recevoir. Si on devait justement formuler pour bien poser les problèmes, à quoi aujourd'hui sommes-nous clairement confrontés en Europe? Alors on a entendu peut-être à l'impuissance européenne, mais au-delà de ça. Il y a une question, c'est la question des frontières extérieures. Et c'est un sujet difficile, parce que on dit Schengen, c'est ce qui vous permet d'aller sans passeport et sans rien du tout dans les pays de l'espace Schengen. Donc Schengen, c'est l'ouverture des frontières intérieures. Mais la condition de cette ouverture des frontières intérieures, c'est que c'est la création de frontières extérieures à l'espace européen. C'est-à-dire qu'on a supprimé 28 frontières extérieures pour qu'il n'y ait plus qu'une... mais intérieure qui était extérieure par rapport aux pays voisins, pour avoir cette frontière extérieure. Bon. Et de fait, on ne rentre pas dans l'espace européen. Vous avez, dans les aéroports, il y a UE et puis autres. Voilà. Bon. Et en même temps, les personnes qui viennent et qui demandent une protection parce qu'ils fuient la guerre et la persécution, ceux-là, on ne peut pas les
refouler. On ne peut pas leur opposer l'entrée irrégulière. Donc, il faut, ça c'est Convention de Genève, article 31, article 33, c'est un socle civilisationnel, voilà, c'est le socle de la base, du fondement du droit qui fonde la civilisation, hein, qui fait que on peut se mettre à l'abri de la barbarie dans des terres d'asile. Donc, on ne refoule pas quelqu'un qui demande la protection. Mais donc, premier défi, c'est ce qui se passe à la frontière, c'est même ce qui se passe en mer. Donc être en mer, c'est les opérations de surveillance et c'est les opérations de sauvetage. Et c'est les opérations de lutte contre les trafiquants. Parce que le trafic, c'est de vendre 3 000 € par tête de pipe, mettre 500 personnes sur un rafio qui va couler à peu près sûrement dans les heures qui viennent. Donc c'est pas terrible. Donc il y a aussi une lutte contre les trafiquants. Mais il y a cette question de qu'est-ce qui se passe en mer. Ensuite, il y a la gestion de cette traversée transeuropéenne. Et alors, ce qui avait été décidé en juillet et en septembre 2015, c'est de mettre dans un esprit de solidarité intra-européenne, c'est de répartir l'accueil. C'est-à-dire que l'Italie, la Grèce ne peuvent pas gérer toutes seules 1 million de personnes. Voilà. Et donc, on s'organise. Alors, quand on dit, ça part d'ailleurs d'un bon sentiment. On s'organise et on crée une clé de répartition qui tient compte de la pondération de critères qui sont la population, le taux de chômage, la richesse PIB, etc. Voilà. Donc ça participe aussi. Enfin, on dit l'Europe fait rien. Là, ils ont fait quelque chose. La difficulté, par parenthèse, c'est que si on répartit, on contraint. Ça, c'est compliqué aussi. Hein, parce que tout à l'heure, je vous disais, c'est 1 million de fois une personne qui dit, moi, je veux aller là. Mais on va lui dire, non, vous vouliez en Suède, mais vous allez en Autriche. Vous vouliez aller en France, donc, il y a cette question un peu compliquée. Mais au moins, c'était ça. 160 000 personnes en 2 ans réparties sur les territoires européens. En France, 31 000. Et puis, les gens déjà reconnus réfugiés, notamment au Proche-Orient, syriens, eh bien, ceux-là, 21 000, seront répartis aussi en 2 ans. Donc, il y avait cet effort-là. Le problème, c'est que la mise en place de ça a été très très lente, et qu'entre-temps, on est passé à une phase de fermeture. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a à faire ? Qu'est-ce qui se passe en mer ? Qu'est-ce qui se passe aux frontières extérieures ? Qu'est-ce qui se passe dans le transit ? Qu'est-ce qui se passe dans l'accueil ? Voilà. Alors, on écoute le point de vue peut-être de Sylvie, puis de Madame Mazian-Guinche, et puis après je vous donne la parole. Sylvie, pour compléter, pour... Oui, je crois qu'on est franchement, vous aurez noté qu'on est quand même pas franchement éloignés les uns des autres, hein, mais on a des regards complémentaires. Je vais repartir de là où Jean-François s'est arrêté, c'est-à-dire que l'idée qui a germé à un moment donné d'avoir une espèce de plan un peu général européen avec plusieurs facettes qui rassemblaient, par exemple, la question de la répartition, la question des gardes-frontières européens, par exemple, la question des hotspots, la question de la relocalisation, la question de la lutte contre les passeurs. À un moment donné, il y a eu une espèce de plan un peu général qui répondait beaucoup à ce que les parlementaires, les plus progressistes, on va dire, avaient en bécane depuis longtemps, c'est-à-dire d'une politique migratoire un peu globale. C'est la première fois que la Commission lançait ça. Et c'est vrai qu'il y a eu ce programme-là, sur le court terme, je reviendrai sur la question de relocalisation, et puis il y avait un programme un peu plus long terme, qui était la question de la migration légale. Et donc la perspective de 2016, c'était d'ouvrir de nouvelles voies légales de migration, en partant du principe que moins il y avait de voies régulières, plus les voies étaient dangereuses, plus elles se modifiaient, plus les passeurs faisaient de l'argent sur ça, et que donc on tournait en rond. Donc il fallait contrôler, mais ouvrir ces voies. D'autant plus que, on n'a pas le temps d'y revenir, mais l'Europe est, pour certains de ses États, et non des moindres, en déficit démographique. Donc, il y aura à un moment donné cette question qui se posera de l'afflux de personnes pour venir compenser un déficit de population active. Donc, là aussi, il faut regarder un peu les choses sur le long terme. Il était prévu aussi d'avoir la réforme, voire la mise à plat sur le règlement Dublin. Pas le temps de le détailler. De travailler à la réinstallation et à lutter contre la traite des êtres humains. Bref, un programme qui, sur le papier, était pas mal. Et qui comportait effectivement cette question de la répartition. À un moment donné, de se dire, la question de la solidarité européenne entre les États membres, ça se pose. En plus, c'est codifié dans les textes, l'article 80 et 78.3, si ma mémoire est bonne. Et donc, il faut le faire. Et
la Commission, le Parlement, je vous l'ai fait un peu en accéléré, était vraiment très, très motrice là-dessus. Et on s'est heurté à un principe qui est un principe d'absence de solidarité et d'États membres qui ont refusé le côté obligatoire de la répartition dont parlait Jean-François tout à l'heure. C'est-à-dire à un moment donné de se dire, en France, ça va représenter 30 000 personnes sur 2 ans et ailleurs 5 000 ou 300. Le principe même de l'obligation a été mis à mal. Donc toute la construction de cet effort de solidarité, cet engagement de solidarité, je retire le mot effort, a été réduit. Et donc on s'est retrouvé avec un principe de relocalisation qui devenait non obligatoire et volontaire. À partir du moment où c'est volontaire, évidemment, plus personne ou plus grand monde ne veut rentrer là-dedans. Donc je pense que on s'est heurté vraiment à un problème majeur où quelquefois la confusion fait qu'on met tout le monde dans le même sac. C'est l'Union européenne, bon en même temps un peu bon dos, hein, c'est toujours responsable de quelque chose l'Union. Mais ça devenait l'Union dans son ensemble et les gens qui jouaient pas le jeu, les institutions qui jouaient pas le jeu. En réalité, sur ce plan-là, ça a vraiment été les États membres qui n'ont pas joué le jeu. Et du coup, c'est vrai qu'on a derrière toutes les questions d'instrumentalisation de ces questions de migration, la confusion avec tout ce qui sont les enjeux sécuritaires. Je ne fais pas de détails, mais à un moment donné, vous voyez bien que va planer là-dessus le risque de terrorisme s'introduisant par l'intermédiaire de ces flux, machin. Donc, une confusion largement entretenue autour de ça. Et moi, je pense, au final, j'aurais pu conclure là-dessus, mais je vais le dire maintenant. Moi, je pense que après la crise économique, après la crise bancaire, financière, vous l'appelez comme vous voulez, qui n'est pas terminée en Europe, ce que nous traversons, alors c'est quoi? C'est crise migratoire, c'est crise humanitaire, j'en sais rien. En tout cas, cette crise-là liée à ce déplacement de population est un crash test que je pense plus rude, plus difficile à surmonter et sans doute plus délétère pour l'Europe que ne l'était la crise économique. Parce que quand on a un problème de solidarité économique, un État, il se dit, bon, pour l'instant, ça tombe sur la Grèce, par hasard. Hein. Ça tombe sur la Grèce, les problèmes. On va essayer d'aider la Grèce parce que peut-être qu'un jour, ça pourrait tomber sur moi. Mais sur la question de la solidarité dans le registre migratoire, tout le monde s'en fiche. Pardon d'être un peu direct, hein, mais il faut forcément que ça arrive sur l'autre et on se désengage de ça. Mais on ne mesure pas les enjeux, en fait. On ne veut, enfin, si on les mesure tellement on les ignore, qu'on les refuse. Et donc c'est un peu sur ça, c'est la montée des populismes, c'est le chacun pour soi, et finalement cette répartition qui ne voit pas le jour. Donc je pense que c'est un crash test beaucoup plus délétère que ce que nous avons traversé jusqu'à présent et qui peut être jusqu'à une Europe à plusieurs vitesses, voire une explosion ou une implosion de l'Europe. Ouais. Ouais. Complément, madame, en quelques mots, si vous voulez bien, pour qu'on puisse ouvrir le débat, et puis je vous redonne la parole tout à l'heure. Oui, moi je voudrais simplement revenir sur 2 petits points qui ont été évoqués par Jean-François. Le premier, c'est sur l'évolution des termes. Au départ, en mars-avril 2015, les journalistes ont utilisé le terme de migrants. Et des chercheurs au niveau européen se sont mobilisés pour systématiquement, lors des interviews, corriger. Qu'est-ce que j'ai pu corriger les interviews, hein? Non, ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés. Alors, on a passé tout l'été, on était très très contents. On arrive à septembre et puis là, backlash, on revient à migrants. Et là, on a beau corriger, ça ne marche pas. Hein. On en reste au terme de migrants. Et même avec le traité, l'accord, la déclaration conjointe Union européenne-Turquie, ce sont maintenant des réfugiés qu'on a qualifiés de migrants en situation irrégulière. Et il y a quelques-uns de mes étudiants qui sont ici. Ils pourront vous dire qu'on a travaillé sur des textes de la Commission où, au départ, le texte commence très bien, les réfugiés, définition, et puis petit à petit, on voit un espèce de glissement sémantique, et puis à la fin, on nous parle de migrants en situation irrégulière qui doivent être renvoyés dans leur pays d'origine. Point. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose dans cette qualification de l'individu qui permet de qualifier le fait et de qualifier la situation juridique, qui permet en fait aux États membres de se défausser de leurs responsabilités. J'y reviendrai dans mon propos tout à l'heure. Deuxième point que je voudrais évoquer, c'est celui du droit d'asile, du droit à l'asile, et finalement du question des contrôles des frontières. On l'a très bien vu avec, tu as évoqué Jean-François, la fermeture des frontières à l'automne. Et dans les hotspots, c'est évident. Les hotspots qui sont installés en Grèce et en Italie, leur objectif, c'est identifier les personnes. Bon, il faut être sûr qu'elles soient de la bonne nationalité, il ne faudrait pas déconner non plus. Deuxièmement,
une fois qu'on a observé, identifié les nationalités, il s'agit de les enregistrer dans la base Eurodac, normalement pour les demandeurs d'asile, mais en fait, ils ne sont pas demandeurs d'asile. Hein, vous inquiétez pas, il n'y en a que 2,5% qui ont demandé l'asile en Grèce. Hein. Et l'idée, c'est de dire, une fois qu'on les a identifiés, une fois qu'on les a enregistrés, on les renvoie. Et le problème qui se pose ici, c'est que beaucoup de Syriens qui arrivent, d'Afghans, d'Irakiens, n'ont pas de documents. En vertu du droit international, ils ont quand même le droit d'accéder aux procédures nationales de demande d'asile, même s'ils n'ont pas de documents. Et on comprend pourquoi. Or, dans les hotspots, en Grèce et en Italie, ils n'ont pas la possibilité de demander l'asile. Et c'est pour ça que c'est 2,5% en Grèce aujourd'hui. Donc, en rétablissant le contrôle des frontières de cette manière-là, on vient, en fait, refuser l'accès aux procédures d'asile, on vient nier le droit à l'asile et donc le devoir de protéger des États membres. Et je pense que c'est assez aussi révélateur, c'est un crash test de l'Union européenne, c'est aussi un crash test des valeurs européennes. Qu'est-ce que nous, États membres, qu'est-ce que nous, Français, nous, Italiens, nous, Grecs, sommes, et qu'est-ce que nous voulons défendre comme valeur? Alors, petit rappel, hein, dès les débuts, Jean Monnet a bien précisé, il n'y a pas de définition géographique de l'Europe, il y a une définition politique qui est fondée sur les valeurs. Et aujourd'hui, on est en train de saper nos valeurs. Très bien, merci.